Donc, la problématique ici, donc là je vous ai mis une photo là, du système de traitement qui a été mis en place. En fait, ici on est dans la zone de dépotage, donc sur le site, avec la cuve de toluène, donc avant sans enlèvement. Et ici donc les ouvrages de pompage qui ont été mis en place avec le réseau de canalisation, des traitements et les charbons actifs. C'est bon. Donc, voilà, donc, ce traitement qui a été mis en place pendant 2 ans, qu'on a toujours actuellement, mais qui est simplement donc, arrêté provisoirement, puisqu'on a opté sur un deuxième traitement de finition pour essayer d'abattre ces teneurs résiduelles. Donc, en fait, la problématique ici, c'est qu'on est sur des calcaires fissurés, on n'a pas une très bonne connaissance en fait, des fissures. On sait qu'il nous reste des poches de pollution dans les calcaires, mais avec le système de pompage, en fait, on n'arrive pas à diminuer plus que ça, en fait, les pollutions dans les eaux souterraines. Donc, il faut maintenant qu'on aille chercher in situ la pollution. Donc, la technique de traitement complémentaire qui a été optée, en fait, c'est d'aller injecter un oxydant puissant dans les niveaux d'eau souterraine pour aller traiter in situ, en fait, la pollution, le toluène. Donc là, c'est une phase test qui a été lancée la semaine dernière, justement. Donc c'est ce qu'on appelle la biostimulation ou oxydation in situ. Donc on va aller injecter un oxydant pour aller traiter la pollution. Et après, si cette technique-là complémentaire ne fonctionne pas, en fait, on a très peu d'autres alternatives pour aller traiter la pollution là où elle est piégée, dans les karstes, dans les fissures et les calcaires. Dans ce cas-là, en fait, on a d'autres alternatives qui sont des mesures on va dire complémentaires de servitude pour supprimer en fait l'exposition des populations à la pollution en mettant en place par exemple un scénario d'aménagement qui empêche la construction au droit même de la zone polluée d'habitation et également en fait des restrictions d'usage bien sûr sur le milieu des eaux souterraines puisqu'il sera interdit de consommer les eaux souterraines au droit du site et interdit également de les utiliser pour de l'arrosage. Donc je vous ai simplement mis ici le schéma de principe de la biostimulation donc, qui permet d'aller traiter en direct dans le milieu en place sans l'enlever les polluants résiduels. Lorsque comme ça on termine des travaux de dépollution, en fait il y a obligation également de faire ce qu'on appelle une analyse des risques résiduels, une ARR, en fait, qui va permettre, avec les dernières mesures in situ qui ont été faites des polluants, de vérifier s'il demeure un risque sanitaire ou pas pour les populations futures. S'il demeure des risques sanitaires, en fait, on doit mettre en place des servitudes sur le site. Le deuxième cas de pollution que je voulais vous présenter, en fait, c'est une pollution par des solvants chlorés dans des formations alluviales cette fois-ci. Donc là, on a un site qui se situe ici, donc on est dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. On a un site qui est situé en zone industrielle et donc son environnement est constitué que par des sociétés et des sociétés industrielles. La superficie du site est assez réduite puisqu'elle fait que 2000 m². La société, elle est spécialisée dans le dépotage, comme toutes les entreprises qui se trouvent dans la vallée de l'Arve. Et les principaux produits qui étaient utilisés sur ce site, c'était du trichloroéthylène, des solvants de dégraissage notamment, et des huiles. Les effluents de la machine de dégraissage, justement, utilisant le TCE, étaient stockés dans des cuves enterrées en béton qui étaient placées à l'extérieur du bâtiment, dans la partie sud du site. Donc, après plus de 60 ans d'exploitation, la société décide de mettre à l'arrêt l'activité en 2008. Il s'agissait également d'une installation classée pour la protection de l'environnement, mais soumise ici au régime de déclaration. Mais en fait, peu importe le régime, parce qu'elles ont par ailleurs les mêmes obligations en termes de réhabilitation et en termes de surveillance après l'activité. Donc l'entreprise doit réaliser également un mémoire de cessation d'activité, intégrant un diagnostic de pollution, afin d'évaluer l'état des sols et des eaux souterraines après son activité.
Et dans ce cas-là, en fait, comme on est en milieu industriel, l'usage futur sera un usage industriel et non pas un usage résidentiel. Concernant les aspects géologiques, donc le site se trouve ici, on est sur les alluvions TFZ, ici sur la carte géologique. Donc on est sur une ouverture argileuse qui est d'une épaisseur d'environ 3 mètres au droit du site et qui est constituée de sable, de gravier et d'argile. Au niveau donc du site lui-même, il y a un seul bâtiment qui est construit, qui est aménagé sur ce site industriel. On a 4 piézomètres qui ont été mis en place, donc un piézomètre en amont et 3 piézomètres aval, dont 2 piézomètres ici qui sont dans la zone polluée. On a défini le sens d'écoulement des eaux souterraines au droit du site et on a un écoulement vers l'ouest. Ouest-sud-ouest. Alors, la machine de dégraissage était située dans le bâtiment et les cuves en béton qui stockaient les effluents de trichloroéthylène étaient situées exactement ici, à l'extérieur du bâtiment, dans cette partie-là. Et on voit en fait, par le diagnostic, que l'ensemble de cette partie-là a été impacté par, par des composés chlorés. À l'extérieur du site, on a une vue aérienne ici, donc le site se trouve ici, on a donc, des entreprises tout autour du site, donc tout ça en fait c'est la zone industrielle. On a des puits industriels également qui sont implantés sur des entreprises en aval du site, mais qui servent simplement aux eaux de refroidissement, donc il n'y a pas d'usage de consommation de ces puits. Par contre, en aval éloigné, ici on a identifié 2 puits, dans une habitation ici, et puis un autre puits, le puits numéro 5, en aval latéral. Au niveau de diagnostic de pollution qui a été fait, donc les constats, c'est qu'on a une pollution significative des sols et des eaux souterraines en composés hydrocarburés et en composés organohalogéniques volatiles. Et ces pollutions, elles sont directement liées en fait à l'activité passée et à l'usage du trichloroéthylène pendant plusieurs décennies sur le site. Donc c'est toute la hauteur en fait jusqu'au toit de la nappe, toute la hauteur de sol qui est polluée en composés chlorés et en composés hydrocarburés. Et au total, on a estimé un volume de pollution entre 300 et 350 mètres cubes. Concernant les composés chlorés, en fait, on a surtout du trichloroéthylène, du 6-dichloroéthène et du chlorure de vinyle, tant dans les sols que dans les eaux souterraines. Hors site, on a fait aussi donc, des prélèvements sur les 5 puits que je vous ai montrés à l'extérieur du site, puisqu'il faut voir quel est le vecteur de transfert de cette pollution vers l'extérieur. On retrouve des composés chlorés en aval direct sur le puits numéro 1 et on n'en a pas après sur les autres puits, ni sur les puits aval 4 et 5. On a également, dans cette configuration précise, on a fait des prélèvements d'air ambiant dans le bâtiment parce qu'en fait le site va être vendu en l'état, le bâtiment va demeurer et comme il va y avoir une autre activité industrielle dans ce même bâtiment, on a préféré en fait faire directement des mesures d'air ambiant dans le bâtiment qui va rester pour voir s'il demeurait des composés chlorés ou des composés hydrocarburés dans l'air de ce bâtiment. Juste pour préciser, en fait, sur les composés hydrocarburés, ce sont surtout des aliphatiques lourds, les fractions lourdes, C21, C35, qui sont donc peu à pas volatiles. Et les mesures d'air qu'on a fait ici dans le bâtiment ont montré qu'on avait surtout des composés chlorés qui étaient retrouvés et pas de composés hydrocarburés, ce qui est assez logique puisque on a affaire à des hydrocarbures qui sont lourds, donc non volatiles. Donc ici, pour évaluer l'impact des pollutions, on a refait un schéma conceptuel pour essayer de visualiser comment se font les transferts. Donc on a identifié dans les sols des composés chlorés et des composés hydrocarburés. Les composés chlorés qui vont se volatiliser, qui vont remonter soit dans l'air intérieur du bâtiment, soit à l'extérieur au niveau de la zone fortement polluée, et qui peuvent également donc migrer dans les eaux souterraines, puisqu'on a constaté au niveau des piézomètres, qui migrent dans les eaux souterraines et qui migrent même en aval extérieur du site industriel. Donc, à partir de ce schéma conceptuel, on va calculer un risque sanitaire, vérifier en fait si ces composés chlorés qui sont présents dans les sols et dans les
eaux souterraines présentent un impact sur la santé des futurs employés. Et là, en fait, on a mené notre QRS non pas sur les mesures faites dans les sols ou dans les eaux souterraines, mais directement à partir des mesures d'air qu'on a faites dans l'air intérieur du bâtiment, puisqu'il va être inclus. Et on arrive à incluser en fait légèrement supérieur à 1, donc un risque sanitaire inacceptable. Dans ces conditions-là, on met en place, l'entreprise souhaite mettre en place un traitement, une dépollution des sols, voire des eaux souterraines. Et on choisit en priorité en fait d'éliminer les sources de pollution, donc dites primaires, toujours, pour limiter en fait la migration de la source vers les eaux souterraines. Donc on va mettre en place d'abord une excavation des sols dans toute la zone polluée, donc c'est 350 mètres cubes. Donc ces travaux ont eu lieu en décembre. Alors là, on avait vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez de la configuration du site, mais on a un petit bâtiment et un petit site industriel avec un accès un peu difficile. Donc on a excavé au ras du bâtiment et au ras de la limite de propriété. Donc jusqu'au toit de la nappe, en fait, on est descendu, on a traité les 300 mètres cubes de pollution. Et maintenant, on va mettre en place un traitement complémentaire puisqu'on a retiré, on va dire, la principale source. On a retiré aussi les fosses béton qui contenaient les effluents chlorés. Et maintenant, on va mettre en place donc deux techniques de dépollution. Donc du venting, c'est en fait, on injecte de l'air dans les sols. Comme ce sont des composés volatiles, on va injecter de l'air en fait pour ensuite repomper l'air, donc volatiliser au maximum en fait tout ce qui est remobilisable dans les sols, et ensuite donc par des puits revenir pomper et traiter sur du charbon actif ces gaz de sol pollués. Et on met le même traitement en place dans la nappe, ça s'appelle du sparging. Donc on va faire également des puits d'injection, mais là descendre sous le toit de la nappe et aller donc buller, on va dire, la nappe pour volatiliser en fait les composés chlorés qui sont dans les eaux souterraines et venir ensuite par des puits de pompage les récupérer et les envoyer sur un charbon actif pour les traiter. Donc là, au niveau des coûts, on est à peu près à 130 000 € de dépollution. Donc le venting va être mis en place dans les prochains jours, le venting et le sparging. On est parti sur une durée prévisionnelle actuelle de 6 mois. Au bout de 6 mois, on fait une campagne de suivi des eaux souterraines pour voir si on a une décroissance des teneurs en composés chlorés dans les eaux souterraines. Si le résultat est efficace et satisfaisant, on arrêtera. Sinon, on poursuit encore 6 mois supplémentaires. Donc là, j'ai remis sur le site en fait le schéma donc avec l'emprise du bâtiment ici. Le bâtiment, donc là ici la zone qui a été excavée, donc la zone des sols qui a été retirée. Donc en fait, vu la configuration vraiment étroite ici du site, on a travaillé avec un tracteur. On est venu vraiment gratter au ras du bâtiment pour essayer d'enlever le maximum de pollution. Toujours est-il que vu qu'on a une limite de site, on n'a pas pu aller creuser chez le voisin. On a fait des contrôles de sol ici après la dépollution et il reste encore 300 mg de composés chlorés dans certains sols, notamment ici, et au niveau de la zone où il y avait les fameuses cuves en béton. Donc, on a une pollution résiduelle encore importante. C'est pour ça que le traitement complémentaire par venting et sparging va venir finir, on va dire, les travaux de dépollution. Maintenant, ce qui est prévu de toute façon, c'est également, à la suite de ces travaux, de revenir ici dans le bâtiment faire des campagnes d'air déjà pour vérifier en fait que les concentrations dans l'air intérieur du bâtiment ont diminué. On aura également, donc évidemment pour les des excavations, les petits qui avaient été implantés ici ont été démolis, mais ils seront remis en place donc, en même temps que la création des puits de venting ici et du sparging. Donc on aura après un suivi sur les eaux souterraines, un suivi sur l'air et sur aussi les gaz du sol, puisqu'on va venir à partir des puits de venting pomper l'air du sol pour vérifier les concentrations dans les gaz du sol composés chlorés. Juste, j'ai terminé.